Dans ce journal, la nouvelle directrice de Côte d'Ivoire Tourisme a lancé officiellement devant la presse et les blogueurs à Abidjan les activités de sa structure. Et si la Côte d'Ivoire m'était comptée, c'est le slogan retenu pour l'année 2022. Dans cette édition, vous le verrez, le ministre guinéen était en terre des Burnis depuis quelques jours. Il est venu s'imprégner du modèle ivoirien en matière de gestion du foncier. Également dans ce journal, nous parlerons du cri de cœur des populations de Bonois. Elles dénoncent le rejet de déchets liquides toxiques dans leur commune. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa, Coupe d'Afrique des Nations oblige. Vous aurez en fin de l'édition la chronique sportive de Hamid Yarasouba qui est déjà en plateau avec moi. Bien sûr, Nascimento, ce sera les dernières informations concernant la CAN 2021 parvenues à notre rédaction que nous allons livrer tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure donc. Devenir l'une des meilleures destinations touristiques du continent africain à l'horizon 2025, c'est l'objectif pour lequel la Côte d'Ivoire multiplie les initiatives malgré les effets de la crise sanitaire à coronavirus. La nouvelle directrice de Côte d'Ivoire Tourisme a lancé officiellement devant la presse et autres blogueurs à Abidjan les activités de sa structure pour l'année 2022. Comme slogan, il a été choisi « Et si la Côte d'Ivoire m'était comptée ». Retour sur les temps forts de ce lancement avec nos reporters Mireille Abalé et Marius Seri. La nouvelle vision de Côte d'Ivoire Tourisme permettra de relancer, à partir de cette année 2022, la destination Côte d'Ivoire par la mise en œuvre d'une stratégie au profit des touristes et des professionnels. Il s'agira de prendre tous ensemble le pari audacieux de la réinvention, la qualité de service, l'innovation, le renouvellement des offres touristiques, la réactivité pour anticiper les crises. La directrice générale, Malika Mourad Kondé, a présenté la nouvelle vision de Côte d'Ivoire Tourisme devant les hommes de médias et autres blogueurs. Avec Côte d'Ivoire Tourisme, il s'agira de faire découvrir la destination Côte d'Ivoire autrement à travers des outils et un plan d'action. Vous savez que nous venons de traverser des mois très difficiles à cause de la Covid qui a bouleversé tout l'écosystème touristique. Nous venons à peine de prendre fonction à Côte d'Ivoire Tourisme, à peu près 4 mois. Comment relancer la machine, comment relancer la destination, comment avoir de nouvelles orientations. Et on s'est juste dit qu'il fallait se réinventer. Mais pour se réinventer la destination Côte d'Ivoire, il fallait commencer par réinventer l'organisme même qui s'occupe de la promotion. Et donc nous travaillons à améliorer la gouvernance de Côte d'Ivoire Tourisme afin d'avoir une efficacité opérationnelle pour pouvoir construire cette destination avec tous les opérateurs économiques, les sociopros et l'écosystème touristique, et aussi avec les journalistes des médias digitaux, de la presse conventionnelle, raison pour laquelle nous avons voulu avoir cet événement aujourd'hui pour pouvoir nous présenter la nouvelle stratégie marketing de Côte d'Ivoire Tourisme. Le nouveau plan d'action, c'est une identité visuelle avec la révision du logo, un nouveau logo expressif et représentant le produit Destination Côte d'Ivoire, un label Aquaba Sefli qui traduira l'engagement de Côte d'Ivoire Tourisme, une campagne de promotion intitulée Le dépaysement, c'est ici. On doit s'attendre à avoir un site internet pour Côte d'Ivoire Tourisme. On doit s'attendre à avoir une web TV dans un futur très très proche. On doit s'attendre à des communications en direction de la communauté locale pour pouvoir développer le tourisme intérieur. On doit pouvoir s'attendre à mettre en place un véritable écosystème, une véritable synergie entre les sociopros, Côte d'Ivoire Tourisme et les collectivités décentralisées, parce que sans ce partenariat, on ne peut pas construire une destination touristique. Et si on ne construit pas une destination touristique, on ne pourra pas mettre en place une véritable économie qui pourrait nous permettre de réduire la pauvreté en milieu rural et de créer des emplois pour les jeunes. Parce que la création d'emplois des jeunes aujourd'hui reste le défi majeur du gouvernement. Toute cette promotion accompagnée par un hymne national Ezo, qui signifie la Côte d'Ivoire est belle, interprété par Elon, Mosti et Fior de Bior. Les élus entendent accompagner cette campagne qui annonce une nouvelle identité touristique de la Côte d'Ivoire.
Je voudrais saluer la dynamique nouvelle qui est impulsée au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme par Madame Maleka Mourad Condé et me réjouir de ce qu'elle affiche une volonté de développer un partenariat fort avec les collectivités locales sur la promotion du tourisme, notamment Grand Bassam. Elle l'a indiqué, nous avions pris un certain nombre d'initiatives qui rentrent dans la vision stratégique qu'elle a développée et donc nous allons renforcer le partenariat, travailler ensemble afin de faire de Grand Bassam un cas d'école, un projet pilote pour pouvoir ensuite le dupliquer sur les autres localités touristiques de Côte d'Ivoire. Les hommes de médias sont mis à contribution pour enrichir son contenu. La nouvelle réinvention de Côte d'Ivoire Tourisme est aussi une proposition de valeur qui permettra de renforcer la résilience du secteur avec pour objectif final la construction de la destination Côte d'Ivoire. Parlons à présent de contrôle fiscal. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne se poursuit. Dans sa mise en exécution, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a rencontré les composantes du secteur privé ivoirien. But de la réunion, échanger sur les préoccupations des entreprises, mais surtout sur les questions portant sur le contrôle et la digitalisation du contrôle fiscal de l'économie. Philippe Zabo et Ezekiel Seri. Comment éviter le recours systématique aux contentieux et aux tribunaux dans la récupération de l'impôt en Côte d'Ivoire? Comment dans le système d'imposition déclaratif comme celui de la Côte d'Ivoire, où le contribuable lui-même calcule, déclare et paye son impôt, l'administration publique en charge du recouvrement et le contribuable peuvent accorder leur violon? L'une des réponses à ces questions est la digitalisation du contrôle fiscal. Ce module innovant pour l'administration fiscale et le contribuable a été présenté par le ministre du Budget aux fêtières du secteur privé. Mais ce qui est important dans toute cette affaire, c'est vraiment d'indiquer que l'administration est au service des entreprises, faire en sorte qu'elles puissent travailler dans la sérénité et puis que nous puissions leur apporter les réponses idoines quand des problèmes se posent. Nous devons travailler à élargir la population fiscale pour faire en sorte que tout le monde puisse payer déjà l'impôt et puis ensuite que nous travaillons à travers nos différents services à faire en sorte qu'on paye le bon impôt. Quant au secteur privé ivoirien, il se réjouit de la prise en considération d'une de leurs préoccupations majeures. Bien, cette réforme est une réponse que le ministère apporte à une préoccupation du secteur privé. L'amélioration de l'environnement du contrôle fiscal était une préoccupation majeure du secteur privé et donc nous nous réjouissons de ce que le gouvernement, le ministère du Budget ait pris des initiatives pour mettre sur la table des solutions. Et donc bien entendu, nous devrons tous ensemble, utilisateurs, administration, nous mettre au travail de la meilleure des façons possibles pour que cette solution, qui est une solution essentiellement digitale, soit effectivement un outil d'amélioration de la gouvernance du contrôle fiscal. La mise en place effective du contrôle fiscal digitalisé se fera dans les mois à venir, selon le ministre du Budget. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la Guinée était en visite de travail mardi à la FOR, agence foncière rurale. Objectif, s'imprégner du modèle ivoirien en matière de gestion foncière. Au terme de cette visite, il se dit impressionné par le travail de la FOR dirigé par Cheikh Bamba Daniel. Reportage Konena Nourgo et Tima Traoré. Mamoudou Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la Guinée, au siège de l'agence foncière rurale à Fort pour une visite de travail. Il s'agit pour lui de s'inspirer du modèle ivoirien en matière de gestion foncière. Créé en 2016, la Fort a 4 principaux axes d'intervention, notamment la délimitation des territoires de village, la délivrance de certificats fonciers, la contractualisation entre le propriétaire terrien et les exploitants non propriétaires. Également, la consolidation des droits des concessionnaires de terres du domaine foncier rural. Au terme de cette visite, le ministre Mamoudou Bari s'est dit satisfait du travail abattu par l'AFOR. L'objectif de la visite était de venir échanger avec l'ANAFOR. Qu'est-ce qui est en train d'être fait par la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurisation foncière rurale. Et on a sincèrement été impressionnés par ce qui est en train d'être fait ces dernières années. Parce que la question du foncier, notamment du foncier rural, est une question très difficile partout dans le monde.
et pas qu'en Afrique, et voir qu'aujourd'hui, une grande partie des villages de la Côte d'Ivoire est délimitée et que les transactions sur le foncier rural sont sécurisées est une très bonne chose. Et à regarder aussi le niveau d'informatisation, d'archivage électronique de toutes ces informations, c'est vraiment à saluer et ça constitue une bonne source d'inspiration pour tout le monde. Nous sommes sur la bonne voie et quand le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, invite son hôte à rendre visite à l'AFOR, nous ne pouvons que nous en enorgueillir parce qu'il connaît les résultats, il sait où nous en sommes. Donc nous sommes fiers de ce que M. le ministre d'État du Mali ait invité son homologue à nous rendre visite. Et c'est avec fierté que nous lui présentons ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Et ça doit être rassurant pour eux, parce que c'est aussi la diplomatie en faveur des pays de la sous-région qui ont de fortes communautés ici. Le ministre Mamoudou Bari a émis le souhait de voir accroître la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine foncier. Nous l'annoncions en titre, les populations de Bonoa, ville située dans le sud Comoé, subissent des désagréments de la pollution environnementale. Une pollution occasionnée par les rejets de gaz d'échappement des usines et les rejets d'eau polluante et toxique dans la ville. Lundi, les populations, toutes tendances confondues, se sont mobilisées dans la ville pour se faire justice. Informées de l'initiative, les autorités politico-administratives et locales, chapeautées par le vénérable sénateur Olo Germain, vice-président du Sénat ivoirien, sont allés plaider pour éviter d'éventuelles tensions. Il s'agit de l'eau de ruissellement des usines qui vont jusqu'en pleine ville. Et c'est à cause de ça. On en a plusieurs fois parlé de ça, mais aucune suite. Donc c'est pourquoi la génération à Bonoa s'est mobilisée pour pouvoir trouver une solution à cela. On ne les empêche pas de travailler. Mais on travaille, mais on ne veut pas l'eau pour traverser, pour que nous, on trouve malade et ils gagnent l'argent. Non. Nos autorités, le maire, le député autres, à maintes fois ont interpellé ces usiniers, mais apparemment, les réactions là, je ne sais pas si elles ne veulent rien faire. Aujourd'hui, nous sommes passés par des moyens. À Bonoa, là, nous sommes très organisés. Nous sommes venus avec les générations. Si vous entendez des tam-tams, c'est les générations qui sont là. Nous sommes venus pour les avertir. Nous sommes venus pour fermer tous les canaux qui déversent les eaux usées des usines. Le temps n'est plus au bavardage, mais plutôt à l'action pour les populations de la ville de Bonoa, exacerbées par les actes inciviques des entreprises de la zone industrielle. Des actes que sont notamment le rejet de fumée et de gaz carbonique, mais pire, d'eau polluante, chimique et toxique en pleine ville. Après 8 ans de calvaire et malgré les nombreux appels et passages d'autorités ministérielles, elles ont pris leur destin en main et sont passées à l'action. Toutes les sorties d'eau débouchant sur les canalisations bouchées avec du béton. Une première action accompagnée de menaces. Heureusement, les autorités compétentes veillent au grain quand on connaît les proportions que prennent souvent les problèmes dans cette zone du pays. Le sous-préfet Kwadjokra Menzan, le maire de la commune de Bonoa, le vénérable sénateur Germain Houlot, vice-président du Sénat et le préfet de Grand Bassam sont venus sauver les meubles. Ils ont profité pour faire des visites inopinées dans ces entreprises sur lesquelles planent les soupçons. Des bassins d'eau pollués, non normatifs à ciel ouvert, des canalisations d'eau inacceptables, les constats faits dans les entreprises African West Industry et la société de production d'eau céleste sont hallucinants, voire scandaleux. Ces sociétés sont loin de respecter les normes environnementales et exposent entre autres les populations aux maladies, à l'intoxication de la nappe phréatique et à la destruction des chaussées. Olo Germain, ingénieur des grands travaux et la plus haute autorité en charge du développement durable au sein du Sénat ivoirien s'indigne, et le maire de la commune, lui aussi, très inquiet. Ce qui se présente ici est hors norme. Il est certain qu'il ne suffit pas de traiter les eaux usées selon vos normes à vous, mais dès lors que vous résistez dans la nature, vous devez avoir une autorisation formelle. J'ai dit tout à l'heure à nos amis que
ce n'est pas Benoît seulement le risque est totalement national. Tant plus que les eaux que vous rejetez pour contaminer la nappe phréatique qui donne de l'eau potable à Abidjan, c'est un scandale. Il ne faut pas accepter cela. Le mieux, la fumée noire que vous dégagez, si les éléments de fuite ne sont pas là, que vous embaumez toute la population, vous nuisez à la santé de la population riveraine, je trouve ça scandaleux. Vous savez, la zone industrielle, c'est 300 hectares. Aujourd'hui, l'on compte à peu près une quinzaine d'entreprises. Imaginez dans quelques années qu'il y ait 300 entreprises qui viennent s'installer là. Il faut prévoir l'évacuation de ces ordures, les déchets, l'eau, etc., etc. Le préfet, face à cette situation, pour éviter le désastre, a pris les premières dispositions. Dans l'urgence, nous avons donné des mises en demeure aux sociétés qui sont auteurs de ces écoulements des eaux usées là, qu'elles fassent leur meilleur effort pour essayer de stopper ces écoulements afin que les populations puissent mieux vivre. Mais nous allons aller plus loin. Après le constat, place a été faite aux auditions. Les entreprises soupçonnées se sont expliquées, mais toujours est-il qu'en 72 heures, elles doivent cesser la pollution en attendant que d'autres solutions ne soient trouvées. Mais où doivent-ils déverser ces déchets? La question reste posée. C'était un commentaire de Pierre Tebeu. Les professionnels des métiers du textile étaient en formation vendredi dernier. Organisé par l'Académie des maîtres en collaboration avec l'association Etanyi, le séminaire visait à former les maîtres artisans sur la planification des objectifs. Suivons ensemble le compte-rendu de nos reporters Konena Norgo et Richard Akeke. Couturiers, artisans, acteurs de la mode. Ils sont tous formés ce jour à la planification des objectifs en ce début d'année à l'occasion de la grande rencontre de l'association Etanyi, un réseau national des professionnels des métiers du textile. Une formation organisée par l'Académie des maîtres en collaboration avec l'association Etanyi. Aujourd'hui, nous avons une rencontre qui est la grande rencontre de l'association Etanyi qui a pour objectif de donner l'orientation à tous ces acteurs de la mode là sur l'année 2022. Nous voulons initier en tout cas une forme d'objectif qu'on leur donne pour que chacun de nous, en fin d'année, puisse tirer son épingle du jeu. Parce que vous savez très bien que la mode est un business, mais généralement, nous faisons la mode sans savoir que c'est un business et on ne la gère pas comme un business. Donc nous passons des années dans ce métier-là sans tirer notre épingle du jeu. Cette formation entend donner une orientation aux acteurs de la mode et aux membres de l'association pour la nouvelle année 2022. Il s'agit donc de leur donner les rudiments de la planification des objectifs. Nous, pour atteindre tous ces projets-là, nous pensons qu'il n'y a que la formation qui peut nous aider à atteindre ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, la formation qu'on a eue, c'était comment se fixer des objectifs. Comment fixer ces objectifs. Et nous sommes en début de 2022. On leur a montré méthodiquement comment est-ce qu'on se fixe des objectifs et comment est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Que ce soit financier, que ce soit professionnel, financier, familial ou autre. On leur a montré plus ou moins comment est-ce qu'ils peuvent se fixer des objectifs, gérer leur temps. C'est vraiment de dire à toutes ces personnes qui sont vraiment dans le domaine du textile de vraiment adhérer à Etanyi ou à l'Académie des maîtres parce qu'on a beaucoup d'opportunités déjà à apprendre en tant que chef d'entreprise, à vraiment élargir son domaine d'activité parce qu'on en a vraiment besoin. On ne va pas tout le temps rester derrière nos machines à coudre et puis attendre que les clients viennent vers nous. Cette rencontre de formation a réuni plusieurs délégations de l'association venue de l'intérieur du pays. L'association Etanyi est un réseau national des professionnels des métiers du textile. Il vise à amener les acteurs de la mode à l'industrialisation afin de leur permettre de vivre de leur métier. C'est l'heure de la chronique sportive sur la CAN 2021. Ami Diarra-Souba, on va s'intéresser dans ta chronique à l'élimination du Ghana. Et pourtant, le pays d'Abedi Pelé
était l'un des favoris de cette CAN 2021. Effectivement, les Black Stars du Ghana n'ont pas été très brillants lors de cette CAN. Les autorités ghanéennes ont décidé à cet effet d'augmenter leur prime de match chacun de $30,000 supplémentaires, ce qui équivaut à 15 millions de francs CFA. Et pour l'entraîneur, ça sera le double, c'est-à-dire $60,000, ce qui équivaut approximativement à 33 millions de francs CFA. Partir à cette CAN avec un budget prévisionnel de 14,483 805 000 francs CFA, les Black Stars du Ghana se sont inclinés face aux Comores, l'un des favoris de cette CAN à plier bagage. Ok, c'est bien noté. Et l'une des équipes qui n'a pas encore plié bagage, c'est la Mauritanie. Comme habituellement, vous avez fait cette fois-ci une intrusion dans l'équipe de la Mauritanie. Et ce qui vous a le plus marqué, c'est le milieu du terrain, Beyat Lekweri, qui est considéré comme la jeune pépite. Parmi les 600 joueurs qui disputent cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, le plus jeune se nomme Beyat Lekweri. Il a 16 ans, 11 mois et il évolue à l'AS Douane en Mauritanie. Ami Diarra Souba, quelle est donc l'affiche de la CAN 2021 pour ce jeudi? Alors pour ce jeudi, il faut savoir qu'il y aura 2 matchs. Dès 17h, la Guinée équatoriale sera face à la Sierra Leone. Et la Côte d'Ivoire, dans la même veine, affrontera l'Algérie. Et à 20h précisément, la Gambie disputera la Tunisie et le Mali sera opposé à la Mauritanie. C'est ce qu'il fallait savoir pour l'affiche de demain. Merci pour l'affiche. On se retrouve demain à la même heure pour parler du match de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour l'actualité sur Business 24 Africa. L'information se poursuit sur nos plateformes digitales. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre chaîne YouTube. À bientôt.